Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, une semaine après le coup d'envoi de l'exposition universelle à Dubaï, Monaco dévoile son pavillon version miniature à découvrir dans quelques instants. Nous reviendrons sur les commémorations du centenaire de la disparition de l'impératrice Eugénie. L'épouse de Napoléon III était à l'honneur lors de plusieurs temps forts en principauté. Du sport avec le succès historique de la Roca Team à Kazan en Euroleague, résumé à venir avec notre équipe sur place. Nous irons également à la découverte du rugby à 7 en fauteuil, une discipline, vous le verrez, qui transmet de nombreuses valeurs. Et enfin, nous recevrons l'écrivain Daniel Boeri qui nous présentera ses tout derniers ouvrages. Je vous le disais en titre, l'exposition universelle de Dubaï a été lancée officiellement le 1er octobre dernier. Une semaine plus tard, c'est sur le port Hercule que la version miniature du pavillon monégasque a été inaugurée en présence du prince souverain et d'autres autorités monégasques. Visite guidée avec Alexandra Pani et Sylvain Péroumal. Quelle est cette boîte bleue intrigante installée depuis plusieurs semaines sur la partie supérieure du port Hercule? Il s'agit du mini-pavillon Monaco 360 degrés, une sorte de réplique miniature du pavillon monégasque à l'exposition universelle de Dubaï. Et c'est la première fois qu'une telle installation est proposée en principauté. À l'intérieur de cette surface de moins de 10 mètres carrés, un banc interactif permet de dialoguer en direct avec une personne présente au sein du pavillon à Dubaï. Le prince Albert II a ainsi pu s'entretenir avec la ministre de la Coopération internationale et directrice générale de l'exposition, Rim Al-Hashimi. Une maquette du pavillon est également visible ainsi qu'une plateforme interactive et ludique permettant de montrer les actions proposées en principauté en matière de transition énergétique. Le thème du pavillon étant aussi connecter les esprits, nous avons pensé mettre un banc en principauté et un banc à Dubaï, puisque les personnes qui visitent le pavillon de Dubaï ou ceux qui viendront visiter le mini-pavillon à Monaco puissent parler, puissent échanger, puissent discuter entre elles. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que les enfants aussi des écoles de Monaco qui vont venir pourront faire des rencontres. On va organiser là-bas à Dubaï des venues d'écoles, de jeunes gens, des écoles de Dubaï. Et les jeunes gens pourront essayer de se parler. On a fait des émoticônes, donc s'ils ne se comprennent pas, ça sera assez ludique. C'est quelque chose de sympathique. À l'occasion de cette inauguration, le prince souverain a pu s'entretenir avec les 60 partenaires présents. Il a également annoncé dans son discours le changement de nom de Monaco Interexpo, qui devient à présent Pavillon Monaco. Depuis l'ouverture de l'exposition le 1er octobre à Dubaï, ce sont 52 jeunes, essentiellement de Monaco et de ses environs, qui travaillent au sein du pavillon. Ils assurent les visites, mais également côté restauration, auprès du chef Philippe Johannes, qui propose sur place des saveurs régionales. On a une petite équipe dans la cuisine qui va réaliser bien évidemment les barbadjans qu'on a mis au point sur place en ayant la chance de pouvoir trouver et les blettes et les épinards. Et puis derrière on a fait pas mal de petites recettes de salades principalement basées autour des légumes. Et puis bien sûr les fougasses monégasques, enfin tout ce qu'on a pu exporter. Le mini-pavillon du port Hercule est ouvert tous les jours de la semaine de 9 h à 18 h. Quant à son grand frère à Dubaï, vous pouvez à présent découvrir les dates importantes qui rythmeront ces 6 prochains mois sur le nouveau site pavillonmonaco.com. Tous les atouts de la principauté présentés donc jusqu'au 31 mars 2022 et comme le veut la tradition, chaque pays aura sa journée pour promouvoir son identité. Celle de Monaco aura lieu le 13 novembre, soit quelques jours avant la fête nationale. Nous y serons. Un mot à présent sur les commémorations du centenaire de la disparition de l'impératrice Eugénie. L'événement aurait dû se dérouler en juin 2020, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Un buste a finalement été dévoilé ce matin dans les jardins Saint-Martin. Alexandra Pani et Thomas Deus étaient sur place. Elle était l'épouse de Napoléon III. Eugénie, l'impératrice des Français, s'installe vers la fin de sa vie sur la Côte d'Azur, à Roquebrune-Cap-Martin, où elle fera construire en 1895 la Villa Cyrneuse, nom ancien de la Corse, terre d'origine des Bonaparte, qu'elle occupera jusqu'à sa mort en 1920. Elle se liera ainsi avec la principauté et le prince Albert Ier. Il ne se passera pas une année presque sans que le prince aille rendre visite à l'impératrice ou l'impératrice vienne au palais inviter. Il y a aussi un lien d'ordre scientifique, technologique qui les a rapprochés, notamment la télégraphie sans fil dont était amatrice l'impératrice Eugénie. Et puis évidemment, lorsque
Eugénie était impératrice des Français. Le couple impérial a été très bienveillant à l'égard de la principauté puisque c'est le traité franco-monégasque de 1861 avec la promesse du chemin de fer avant la fin de la décennie et ce qui a conditionné évidemment le miracle économique de Monte-Carlo. Le buste dévoilé en présence du prince Albert II et du descendant des Bonaparte, Jean-Christophe Napoléon, est une commande d'une reproduction officielle du buste de l'impératrice, réalisée à l'époque par le sculpteur Georges Diebolt. 17 ans de règne, 50 années d'exil, l'impératrice Eugénie est la dernière souveraine de France. Féministe avant l'heure, passionnée des arts, de la littérature, mais également de politique et de science, Eugénie trouve sa place dans la lignée des femmes fortes qui ont fait l'histoire. Une femme qui faisait de la politique, qui a eu un très grand rôle dans la diplomatie au cours d'événements très importants de l'histoire. Pour célébrer cette commémoration, un cycle de conférences était donné à la salle Garnier autour des sujets qui ont animé le quotidien de l'impératrice tout au long de sa vie, architecture, diplomatie, politique. Et rejoignons Yannick de Beuvert pour le reste de l'actualité. Bonsoir Yannick. L'engagement de la principauté a été salué par le groupe d'État contre la corruption du Conseil de l'Europe. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, le 4e cycle d'évaluation de la principauté relatif à la prévention de la corruption des parlementaires, juges et procureurs a confirmé le sérieux de la principauté dans ce secteur. Dans son rapport, le Gréco salue également la volonté politique forte de Monaco de lutter contre la corruption. Une mauvaise nouvelle pour les amateurs de grande cuisine avec le report de Monte-Carlo Gastronomie. Cette année devait être le 25e anniversaire du festival culinaire. Le Monte-Carlo Gastronomie, prévu fin novembre, est reporté à l'année prochaine pour des raisons sanitaires. Les fins gourmets et autres gourmands devront donc attendre le 25 novembre 2022 pour assister à la 25e édition de Monte-Carlo Gastronomie depuis le chapiteau de Fontvieille. Et puis c'est le retour de la Formule 1 ce week-end. Qu'ont donné les qualifications à Istanbul, Yannick? Charles Leclerc s'élancera de la 3e position ce dimanche pour le Grand Prix de Turquie. Après un Grand Prix de Russie prometteur avec son nouveau bloc moteur, le pilote monégasque se place donc en 2e ligne au départ. Les qualifications ont été dominées par Lewis Hamilton qui signe la 102e pole position de sa carrière mais qui sera pénalisé de 10 places sur la grille pour un changement d'élément moteur. Départ de la course ce dimanche à 14 h. Merci Yannick. On reste dans le sport et du basket. 2e match d'Euroleague pour la Roca Team hier soir en Russie. Les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont arraché un succès historique après prolongation, 88-80 sur le parquet de l'Unix Kazan. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Elion. Monaco est bel et bien comme à la maison. À Kazan, au mois d'avril, la Roca Team remportait l'Eurocup lors d'un match de irrespirable. Hier soir, les joueurs de coach Mitrovic ont décroché la première victoire à l'extérieur de leur histoire en Euroleague, au terme d'un match, encore une fois, complètement dingue. Dans le premier quart-temps, Monaco prend les commandes grâce à Danilo Andouzic, un ancien de la maison Unix, et Rob Gray qui se rappelle au bon souvenir de la Basket Hall Arena, lui qui avait inscrit 25 points lors du match 2 de la finale d'Eurocup. La Roca Team est devant, 18-15 après 10 minutes. Sur ce panier de Mike James, Monaco passe à +7 avant d'encaisser un 7-0 avec notamment John Brown et ses 14 points et 7 rebonds. Grâce à l'autre Brown, Lorenzo, Kazan passe devant 32-31. Mais Rudy de Maïs signe un des buzzer beaters de l'année avec ce tir du milieu de terrain. La Roca Team rentre au vestiaire avec 4 points d'avance, 39-35. Transparent en première mi-temps, Mario Hezonja se réveille pour les Russes. L'ancien joueur d'Orlando et des Knicks prend les choses en main en inscrivant 9 points rapidement. Monaco laisse trop de secondes chances sur rebond offensif et passe à côté de son 3e quart-temps, 58-50 pour l'Unix à l'entame du dernier acte. Donta Hall sonne la révolte en apportant son énergie des deux côtés du terrain, une finition autoritaire sur alley-oop, puis un énorme contre sur la planche. Un bon passage de Brock Motum, 11 points, 2 drives main gauche de Westerman, 7 points, 6 passes, 5 rebonds, et voilà Monaco de retour aux affaires, 61 partout. Hezonja plante un gros 3 points, Mike James répond, la fin de match est irrespirable. Sur ce putback, Donta Hall redonne l'avantage à la Roca Team à 1 minute du buzzer. Kazan repasse devant grâce à Hezonja et ses 17 points, plus 1 pour les Russes, 6 secondes à jouer. Mike James a la balle de la gagne, l'ancien joueur du CSKA provoque une faute sur son drive. Le premier lancé
Et dedans, le deuxième est raté, son flotteur derrière également, 74 partout, direction les prolongations. Un extra time que la Rocket Team va survoler avec Mike James et ce shoot décisif de Parisli à 3 points qui donne 5 points d'avance à ses coéquipiers. Donta Hall, 16 points, 8 rebonds, termine le travail en martyrisant le cercle, 88-80, très grosse victoire de Monaco en Russie. I'm really happy for my players, especially we won the game in overtime. You know, it's not easy. We show some, character, some moments, and when we're going down, you know, and for me it's good the team is playing like a team. You know, everybody has some good part, defense, offense, but I think it was one really good team game, first of all, and I'm really happy about all this. Man, that was insane. Honestly, it started honestly with Rudy making that three-quarter court shot. Honestly, that was a big part in it. But like I was saying, just with Mike making one and missing one, I thought the floater was good. But over time, like we brought that same energy, kept going, and it was for the better. 2-0, rookie team in EuroLeague, perfect start? Oh yeah, for sure, for sure. La Rocket Team replonge dans la Betclic Elite dès dimanche avec un match à Gaston Médecin face au Mans, avant 2 rencontres de prestige en EuroLeague, un déplacement à Madrid mercredi, puis la réception du Barça vendredi. Et vous pourrez suivre d'ailleurs ces 2 rencontres d'EuroLeague en direct sur Monaco Info avec aux commentaires David Cosette et Ali Traoré. Intéressons-nous à présent à cette discipline qui véhicule de nombreuses valeurs et qui était présentée aujourd'hui par la Fédération monégasque de rugby. Le rugby à 7 en fauteuil séduit de nombreux adeptes. Il faut dire qu'il est accessible à tous et ce, peu importe l'âge. Découverte dans ce reportage sur des images de Thomas Deus. Le concept est fidèle au rugby à 7 à une différence près. Le fauteuil, le wheelchair 7 est un sport accessible à tous, valide ou non, filles ou garçons. Ici, il n'y a pas de différence, seulement 2 équipes de 7 joueurs sur le terrain. Au début, c'est très particulier parce qu'il faut apprendre à manipuler le fauteuil, il faut avancer, mais il faut aussi tourner à droite, à gauche, reculer. Donc c'est pas évident, il y a le ballon qui est un paramètre aussi à prendre en compte et le positionnement des partenaires. La passe se fait comme au rugby vers l'arrière. Donc tout ça fait que c'est un vrai apprentissage du déplacement en fauteuil. Le wheelchair 7 n'est pas comparable au rugby fauteuil que l'on a pu voir notamment lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo. Ici les règles sont les mêmes qu'au rugby à 7. Vous y retrouverez tous les fondamentaux du rugby, des mêlées, des molles, des touches, des essais, la passe en arrière avec un ballon ovale, des drops, même si vous êtes amputé des 2 jambes. Voilà, tous les fondamentaux du rugby se retrouvent dans le wheelchair 7. Le rugby à 7 en fauteuil ne déroge pas à la catégorie des sports de contact. Les chocs peuvent être impressionnants, mais au-delà du sport, cette discipline est une des références mondiales de co-inclusion. C'est très important, c'est vraiment ce que la Fédération monégasque de rugby essaye de mettre en avant, notamment à travers son partenariat avec la Fondation Princesse Charlène. On travaille beaucoup ensemble, on a amené nos enfants en Afrique du Sud. Aujourd'hui, les enfants qui jouent à la Fédération monégasque de rugby vont participer à cette activité, vont se retrouver dans la position des personnes à handicap. Et ça leur ouvre l'esprit et je pense que c'est aussi une des missions de la Fédération et une des missions du rugby pour faire grandir les enfants. Et la Fédération monégasque réfléchit sérieusement à développer cette section au sein de ses activités. Et pour l'avoir testé, je vous le confirme, c'est physique. Faisons plus ample connaissance à présent avec un homme connu de la principauté. Daniel Boeri est le doyen du Conseil national. Il est le président de la commission de la culture et du patrimoine dans l'hémicycle. Mais le saviez-vous? Il est également l'auteur d'une dizaine d'ouvrages. C'est cette passion pour l'écriture, mais aussi ses dernières parutions qu'il va partager avec nous ce soir. Bonsoir Daniel Boeri. Bonsoir. Parlons tout d'abord de votre dernier ouvrage, la 53e des anecdotes naturelles aux éditions Riquessé. C'est un livre que vous avez écrit au début de l'épidémie de coronavirus. Racontez-nous l'histoire. Ce sont des anecdotes qui me sont arrivées pendant tout mon travail de vie professionnelle de consultant ou pendant mes voyages. L'idée de base, c'est qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui était notable et drôle. Voilà, c'est un petit peu comme ça que c'est né. C'est un livre plein de curiosités qui nous amène également à relativiser, à positiver. Moi, je pense qu'on peut le trouver comme ça aussi, parce que c'est vrai que
fais ton chemin, va vers ton choix et laisse de compter le reste. C'est ça qui a été quand même mon fil conducteur de ma vie. Je prépare une deuxième édition. Et finalement, ce que je n'avais pas prévu, c'est que je vais mettre en annexe la chanson de Georges Brassens, parce que ça fait son 40e anniversaire de décès, La mauvaise réputation. Alors vous n'en êtes pas à votre premier livre, loin de là. Vous vous êtes également penché sur cette puissance mondiale qu'est la Chine. C'est un des nouveaux acteurs du monde, mais surtout, avec la Chine, le monde a basculé. On était sur l'Atlantique et l'Europe, on est sur le Pacifique. Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a l'Asie. Alors, ça se fait progressivement, mais on a perdu nos facteurs habituels. Et d'ailleurs, on vient de le voir maintenant avec l'histoire des sous-marins. C'est finalement l'Australie qui a repris les sous-marins français. Ben, ça fait partie de cette pesanteur sociologique qui a changé. On n'est plus européen. En plus, on est moins européen parce que entre eux, les pays se disputent. Et donc, ça laisse un champ libre aux États-Unis, à la Chine et finalement au Pacifique. Daniel Boeri, je voulais également revenir sur un autre de vos livres, Le monde d'avant n'est plus, que vous avez publié en 2019. Oui. C'est un titre annonciateur. Hein. Absolument. Et d'ailleurs, je prépare une conférence sur ce sujet. Eh bien, j'ai juste à changer les derniers chiffres, mais la tendance est là. On a d'abord une évolution technologique que l'on pressentait, qui existait. Mais le confinement a fait que les consommateurs, finalement, ont découvert l'économie sans contact. Finalement, ceux qui étaient, par exemple, le travail à distance, qui, à l'époque, faisait, avant la pandémie, autour de 8% des salariés, on est passé, même si ça bouge, à 40%. Ça, c'est une première chose extraordinaire que fait donc la technologie. Bon, en plus, par exemple, une industrie qui risque de souffrir beaucoup, c'est le cinéma, parce que les plateformes, Netflix par exemple, a plus de 200 millions d'abonnés, et donc on va voir les films directement à la télé, et sur la plateforme, et non plus au cinéma. C'est vraiment un vrai changement. Finalement, c'est un peu la vie de tous les jours qui vous inspire. Effectivement, et j'en suis très heureux, parce qu'elle bouge tous les jours. Tenez, le dernier exemple, c'est au fond la transition climatique. En 1986, le jour du dépassement, c'était le 31 décembre, équilibre parfait. Cette année, en 2021, c'est le 29 juillet. C'est-à-dire qu'à partir du 29 juillet, on est en train de consommer les ressources naturelles de la Terre, c'est extraordinaire, et que si on ne fait rien, d'ici 2030, eh bien, ça sera début juillet. Donc c'est vraiment un point important, des signaux qui étaient faibles au début et qui aujourd'hui sont forts. Eh bien, merci beaucoup Daniel Boeri d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. On rappelle que vos ouvrages sont disponibles chez tous les bons libraires. Merci. Je vous remercie. On retrouve Yannick de Bever pour un dernier point sur l'actualité. Yannick, le marché de la Condamine célèbre l'Oktoberfest ce week-end. Le groupe Tyrol Fest a fait résonner la culture allemande sur la place d'Armes hier soir. Tous les commerçants et restaurateurs du marché de la Condamine se sont mis à l'heure bavaroise pour célébrer l'Oktoberfest. Les festivités ne sont pas finies pour autant puisque ce samedi soir encore, les shops de bière et autres spécialités d'Outre-Rhin seront à l'honneur. Pour en profiter, prenez bien soin de réserver votre table auprès des commerçants de la halle. Ce rendez-vous à présent, le collectif We Are Making Moments organise ce mois-ci un concert-événement au Jardin Japonais. Le 22 octobre, entre 19h et 21h, venez passer un moment avec l'artiste américain Allen Halsey. En direct du Jardin Japonais, le chanteur vous emmènera dans son univers entre folk, jazz et musique électronique. En parallèle, l'artiste Barnabé exposera des œuvres exclusives. Il reste seulement quelques places, alors si vous voulez y assister, rendez-vous sur le site de la billetterie. Et puisque nous parlons musique, Monaco a servi dernièrement de décor pour le tournage d'un clip, Yannick. L'artiste azuréen Bakian a choisi les rues de la Principauté pour tourner son dernier clip intitulé « Changer ». Du quai Régnier 3 au Monte Carlo Bay en passant par l'hôtel Hermitage, l'artiste d'origine arménienne a voulu créer un clip aux allures de court-métrage avec, dans le rôle principal, l'ancienne candidate Miss Monde 2017, Aurore Kishnin. Le single paraîtra ce jeudi 14 octobre et quant à Bakian, il se produira à Monaco le 29 novembre prochain à l'occasion des Golden Foot.
Et enfin, un coup d'œil sur les prévisions météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de dimanche ? Écoutez Émilie, on dirait bien que les nuages se plaisent au-dessus de Monaco. Ils resteront donc naturellement quelques jours de plus. Demain, le ciel sera particulièrement chargé et les températures assez fraîches puisque le thermomètre ne dépassera pas 17 degrés. Le soleil se lèvera à 7h36 et se couchera à 18h58, ce qui nous fait encore 3 minutes de soleil en moins. Et demain, dimanche 10 octobre, les Ghislains seront à l'honneur. Merci Yannick et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. On se quitte en images avec bien évidemment la victoire de la Roca Team face à Kazan en Euroleague. Un départ idéal pour les Monégasques dans la compétition reine européenne. Les photos sont signées ce soir Manuel Vitali. Rendez-vous demain pour le best-of de la semaine. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.